Bonjour, alors bienvenue dans ce tout nouveau vlog livresque du jour. Nous sommes le 16 décembre et comme d'habitude, vous avez droit à ma savoureuse tête de matin. Donc, au naturel, non défripé, comme dirait Pikiti Bouquin et avec un peignoir. Donc, on va faire de tout assez rapidement parce que je travaille tantôt. On va commencer par ouvrir encore une fois ce fameux calendrier de l'Avent que je vous dirais que je commence un petit peu à avoir hâte de terminer parce que je pense vraiment que je ne suis pas la clientèle cible pour ce calendrier-là. Mais c'est pas grave, c'est chouette. C'était ça le but pour moi, dans le fond, de le prendre, de voir si ça peut me plaire, quel genre d'été la compagnie pourrait proposer pour ce genre d'occasion-là. Puis, ben voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben, peut-être que ça va être chouette aujourd'hui. Alors, on a ici, là, il y a tellement de portes ouvertes que j'ai de la misère à vous montrer ça, mais je vais essayer de vous ouvrir au moins la bonne porte. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc, c'est un chai et fleurs. Donc, c'est un mélange de thé surprise. Donc, chai et fleurs. Alors, qu'est-ce que ça sent? Parce que l'été de chai, j'étais pas sûre que j'aimais ça, mais la première fois quand j'en ai pris un, j'avais bien aimé. Donc, c'est très floral, parfumé. Je vais essayer de vous montrer peut-être, je sais pas si on va voir la composition comme il faut du contenu, mais si je me cache. Ouais, peut-être. Ouais, ça c'est moins visible, comme ça ici. Donc, on voit qu'il y a peut-être des petites traces de fleurs. Donc, je crois que ça pourrait aller. Je vais peut-être me l'apporter. Je vais apporter peut-être un verre, un gobelet, de transport parce que je travaille aujourd'hui, mais pas l'après-midi. J'ai des trajets à faire, donc je pourrais peut-être me le prendre pour après. Donc, pour digérer dans mon après-midi, pour avoir un petit moment précieux. On ne sait jamais. Celui-là, je vais l'essayer. Donc, à date, chai et rooibos, pas n'importe lequel, mais chai et rooibos, on dirait que ça le fait. Donc, c'est bien parce que j'aurais jamais osé ça sinon, si j'avais pas eu le calendrier. Donc, quand même. Sinon, ben, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais évidemment que je vais lire le chapitre 16 de Un cœur pour Noël. D'ailleurs, il faut que je l'ouvre avant de partir. Et je suis encore dans ma lecture du 3e tome d'Eva Björg et Guise de tir. Et il me reste 2 heures d'écoute, 2 heures et quelque chose d'écoute. Donc, je vais le terminer aujourd'hui, sans doute. De toute façon, pire aller, je vais le terminer en numérique. Mais comme j'ai des trajets à faire, aller-retour au travail, puis potentiellement une autre commission à faire après le boulot, à mon avis, je vais l'avoir terminé. Donc, je vais peut-être pouvoir vous en parler aujourd'hui, ce qui serait vraiment chouette parce que j'ai hâte de pouvoir vous en parler, même si j'en ai parlé sommairement quand même pendant tous ces vlogs du jour. Ça désarçonne un peu parce que, dans le fond, je vous tiens un peu au courant au fur et à mesure de mes lectures, mais bon, c'est correct, ça fait partie de la vie. Alors, à ce stade-ci, j'ai pas vraiment d'autres trucs importants à vous mentionner. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, ben, on va commencer ça sans tambour ni trompette. Allez! On se lance! Hey, bonsoir! Finalement, ça va être un vlog de 2 interventions avec quelques petites images entre-temps, mais la journée a été comme ça, donc vlogger de façon quotidienne en même temps que travailler même une demi-journée, c'est moins évident, je pense, pour vous offrir du contenu varié, mais bon, c'est pas grave, on reprend ça où on était. Donc, comme vous avez pu voir, je suis finalement passée à la bibliothèque, à l'autre bibliothèque, quand j'ai eu terminé mon travail à ma bibliothèque, pour aller chercher quelques livres que j'avais en réservation. Je vais vous montrer ça, ceux que j'avais en réservation, parce qu'évidemment, j'en ai pris d'autres en même temps, c'est moi. Donc, j'avais tout d'abord celui-ci que j'avais vu passer sur plusieurs comptes. Je me souviens pas si j'avais vu chez Laura's Reading, mais il me semble que j'avais vu chez le Rêve ta vie en lecteur.
puis peut-être Le souffle des mots, mais je me trompe peut-être. C'est simplement que je l'ai vu quand même passer chez beaucoup de booktubeuses depuis un moment. Donc, c'est l'adaptation en roman graphique du roman de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines. Donc, c'est adapté par Magali Lehuche et c'est publié chez Sarbacane. C'est ça? Sarbacane. Chez Sarbacane. Donc, ça fait longtemps que le roman de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines, ça me dit quelque chose. J'avais envie de me plonger, puis je ne l'ai juste pas fait. Donc, ça faisait longtemps que je me disais, il faudrait bien que je lise, puis blablabla. Puis ben là, finalement, je me suis dit, ah, c'est une adaptation en roman graphique, ça me tente peut-être. J'ai même pas lu la 4e de couverture, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Je vais vous montrer un peu Magali Lehuche, j'aime bien absolument ses illustrations. Ça a l'air quand même assez chargé, mais je vais vous montrer un peu quelques illustrations, quelques planches. Il me semble que c'est elle qui a fait l'adaptation de Roald Dahl, Sacrée sorcière. Je me trompe peut-être, mais je vais vous mettre, au pire, je vais vous mettre la vignette si jamais j'ai raison. Mettons ça. Et voilà. Donc, on va se lancer avec la 4e de couverture, parce que je connais pas l'histoire, donc je vais vous la lire avec vous. Alors, ça y est, les résultats sont tombés sur Facebook. Je suis boudin de bronze. Depuis 2 ans, Mireille Laplanche était élue boudin d'or du collège Marie-Dariussec de Bourg-en-Bresse. Mais voilà que cette année, Akima Idriss, boudin d'argent, et Astrid Blumval, boudin d'or, sont devant elle. Mireille, qui refuse d'être une victime et qui a de la suite dans les idées, propose à ses compagnes d'unir leurs forces et d'entamer un voyage à vélo jusqu'à Paris pour se rendre à la garden party du 14 juillet de l'Élysée. La revanche des boudins a sonné. Donc, je pense que c'est dans le milieu du... ça semble être dans le milieu du vélo de compétition, mais je trouve ça quand même chouette, donc ça me semble intriguant. J'ai bien hâte de découvrir ceci. Alors ça, c'était ma première réservation que je suis allée chercher. Sinon, j'ai une réservation qui était pour la nouvelle BD de chez Pau Pau, donc l'éditeur québécois, qui m'intéressait vraiment. Donc, c'est Passage secret d'Axel Lenoir et c'est le tome 1 Trompe-l'œil. C'est un tome 1. Passage secret, tome 1 Trompe-l'œil. Axel Lenoir chez Pau Pau. J'essaie de trouver un endroit où il n'y aura pas de reflet, mais où vous allez avoir un focus. Peut-être ici. Bon. Alors voilà. Et c'est fun. C'est en monochrome. C'est vraiment audacieux. Alors, monochrome bleu et blanc. Comme ça. Je vais essayer de voir si je suis capable. C'est parce que je ne veux pas non plus... Je ne sais pas si ça va divulgacher quoi que ce soit. Puis je ne sais pas sur quoi je peux tomber. Donc là, comme on est sur YouTube, voilà. Et on va se lire la petite 4e de couverture qui est très courte. Alors, c'est parti. J'ai parlé aux arbres à m'en inventer des réponses. Je suis tombée de leur cime parce que c'était le jeu. Un jour, elle va m'avaler. La forêt va m'avaler. Donc, je crois qu'on est vraiment dans... Je me souviens plus exactement qu'est-ce que c'est. Ah! J'ai une autre... ça, c'est juste l'extrait, je pense, du livre, mais il y a un autre résumé sur la 2e de couverture. Donc, je vais vous dire ça. Alors, ce tome 1. Ravagée par la disparition de son jumeau cosmique, Axel tente de faire face à la crise existentielle qu'elle traverse en retraçant les étapes fondamentales de son parcours. Elle commence par un moment clé, son arrivée à l'école primaire. Si la jeune Axel a l'impression de patauger dans un monde absurde, ses 2 frères, l'un possédé, l'autre tyrannique, et ses parents possiblement extraterrestres, ne semblent pas partager son point de vue. Tentant comme elle le peut de naviguer à travers tout ça, la petite se retrouve toujours au même endroit, à l'orée de l'épaisse forêt qui borde sa maison. Donc, ce que je vois là ici, c'est que c'est quelque chose que c'est de l'autobiographie dans une autre dimension. C'est ce qui est indiqué ici. Donc, que ça brouille les frontières entre la réalité et la fiction. Donc, c'est audacieux, ça, de l'autofiction avec, avec une ambiance hors de la réalité. C'est intéressant. Donc, voilà. C'est la 2e BD que j'avais réservée. Ensuite, je suis tombée sur ça. Puis ça, il me semble bien que c'est chez Rêve ta vie en lecteur que je l'avais vu dans mon souvenir. Donc, le tome 1 de la série... de la série Brume. Donc, ça faisait longtemps que j'avais vu passer, j'avais vraiment le goût de le voir. Puis, je suis tombée par hasard qu'il était disponible. Donc, je me suis précipitée. Donc, la série Brume, Le réveil du dragon, de Jérôme Pellissier et Karine Hindar chez Glénat. Puis là, je me demande si... Non, c'est correct. Je me suis même demandé si je l'avais lu parce que j'ai tellement lu les résumés souvent. Puis, je pense que c'est parce que je pense que j'ai fait l'acquisition par la bibliothèque ou peu importe, mais bref. Ça me disait trop quelque chose, fait que je sais pas, j'espère que je l'ai pas lu. En tout cas, si je l'ai lu, je l'ai pas enregistré sur mon Goodreads. On verra bien. Alors, 4e de couverture, c'est parti.
Prépare nos affaires, Hugo. On part botter les fesses du dragon. Mais c'est interdit de sortir du village tellement on peut mourir. Bah, sauf si tu es une sorcière, petit tétard. Et c'est l'occasion rêvée de devenir aussi célèbre que Naya. Donc, ça a l'air bien quand même. On sent ici qu'il y a une sorcière... il me semble que j'ai lu ça. Ça me dit quelque chose. Est-ce que ça me dit quelque chose? Peut-être pas. Parce que, tu sais, le duo petite fille déterminée et petit garçon qui a un petit peu peur de sortir des ornières, c'est assez standard, là, mais peut-être que c'est juste parce que c'est un classique du fantastique. Donc, voilà. Et sinon, ben, je me suis pris, parce que j'étais là puis qu'il était là, je me suis pris le tome 2 de Babel, donc le manga que j'ai lu dans le blog d'hier. Je vous invite à vous y référer si jamais vous ne l'avez pas vu. Parce que même si j'ai rien compris, j'ai pas compris grand-chose, ça m'intrigue assez pour que j'aie envie de voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Des fois que ça s'éclaircirait un peu au fur et à mesure. Donc, c'est pour travailler ma tolérance à l'inexplicable. Mais j'aime vraiment beaucoup l'univers, donc c'est une tétralogie. Une 5 trilogie, tétralogie. Je ne sais pas c'est quoi le mot. Je vais vous le trouver, je vous le mettrai ici. Donc, c'est une série de mangas en 5 tomes, donc tome 2 que je me suis pris. Donc, voilà la récolte de la bibliothèque. En même temps, j'ai fait des petites courses dans une librairie, mais je ne vous montrerai pas ça parce que ma maman écoute les vlogs, c'était pour sa fête. Puis sinon, j'ai lu évidemment mon chapitre de Un cœur pour Noël. Et ma foi, ça y est, all hell break loose. Rien ne va plus pour Avril et Augustin et Eva et Jimmy. Bref, on est vraiment dans la grosse cata, le gros drame de peine d'amitié, disons, puis de choix de vie à faire, puis de qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'affirme et tout ça. Donc, c'est intéressant. Donc, on approche de la fin. 17, il ne reste plus beaucoup de petits chapitres à ouvrir, donc j'aime toujours bien la plume. On est bien embarqué dans tout ça. Les personnages, on s'y attache, je sais pas. Je sais pas si je m'y attache tant que ça, mais là, j'aime beaucoup plus Avril maintenant qu'au début. Je pense que c'est un peu plus intéressant. Puis on aime toujours... Moi, j'ai des petits personnages chouchous. J'aime bien Jimmy, j'aime bien Augustin. On verra comment dans le fond, l'histoire va avancer puis faire en sorte de déterminer si j'aime ou j'aime pas le personnage de peut-être Eva, son amie et tout ça. On verra bien. Alors voilà pour ma lecture en cours. Et sinon, j'ai terminé finalement le 3e tome, après que je vous en ai parlé pendant plein de vlogs du jour, le 3e tome de la série de Eva Björg et Gisdottir, donc Elma. Et sans divulgacher, je pense que c'est une trilogie. Je vais lire le 4e, comme je vous disais, sa 4e parution, Le clan des Sneberg, mais à moins qu'elle fasse revenir Elma par la suite, mais ça me semble être quelque chose qui potentiellement pourrait être bouclé, mais pas dans le sens définitif. Mais c'est comme si peut-être que ça a fait le tour finalement de ça. Je serais triste parce que je me suis attachée vraiment beaucoup à Elma et à son collègue de travail Snevar, et à toute la bande, là, Urdur et tout ça. Et je vous dirais que je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus sur l'intrigue, puis j'en ai quand même déjà parlé, mais c'est vraiment un tome, encore une fois. Pour moi, le tome 2 et le tome 3 de cette série-là, ça va comme en croissant. Le premier tome, j'avais aimé, mais je n'étais pas trop certaine. Puis le 2e et le 3e, ça vraiment, on sent que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a une évolution sur le fil rouge. Donc, les personnages qui suivent d'un tome à l'autre, leur psychologie évolue, leur relation évolue, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec eux. Puis en fin de compte, même si l'enquête est au centre du livre, pour moi, c'était quasiment secondaire, dans le sens où c'est pas parce que c'était pas intéressant, mais j'avais surtout hâte de voir comment tel personnage allait réagir à telle situation, comment ça allait affecter ce qu'on suit, dans le fond, comme développement des personnages au fur et à mesure des tomes. Donc, quand c'est comme ça, je trouve que c'est réussi. Ça me fait ça rarement dans des séries, mais quand les séries sont bien bâties, quand les personnages sont bien ancrés, qui sonnent vrais, c'est ça que ça me donne comme impression. Donc, j'ai l'impression que je retourne avec des gens que je connais, puis que ça adonne qu'ils sont mêlés à des crimes en même temps. Et bon, là, en même temps, c'est vraiment une enquête.
puis c'était très troublant. Puis ça a fonctionné pour moi parce que j'ai pas trouvé du tout. Je pensais que je savais dans quelle direction ça allait, puis ça allait. Je me sens encore fait très ballée par l'autrice. Donc, pour ceux qui aiment bien aussi, quand justement il y a une espèce de petit revirement de situation qui fait en sorte qu'on se ramasse à un endroit qu'on n'avait vraiment pas envisagé, c'est présent également. Puis je trouve vraiment que sa plume, elle devient de plus en plus juste et précise au fur et à mesure des tomes, puis ça correspond aussi au développement des personnages. Donc, je pense que tout est interrelié. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Et j'ai vraiment hâte de lire le 4e tome finalement. J'attends bien que j'ai fait ça, je pense, aux 2 semaines. Puis dans le fond, je pense que le prochain, je vais peut-être le lire, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine entre Noël et les jours de l'an, je vais voir, pour être sûr de l'avoir lu, comme je vous disais, à temps pour sa parution en Europe, pour que je puisse vous en parler, étant donné que j'ai eu accès à un service de presse virtuel par la plateforme NetGalley puis l'éditeur en tant que tel. Donc, j'ai bien hâte de voir. C'est sûr que, comme je vous dis, j'ai pas vu les noms de Elma ou de Snevar en arrière de la 4e. Donc, je pense vraiment que c'est comme un peu en hors-série. Ça me faisait presque penser à... C'est pas pareil, mais ça me fait un peu penser à Cyanure parce qu'il me semble que ça se passe aussi sur une île isolée. Donc, le fameux Cyanure de Camilla Lackberg que j'ai lu il y a quelques vlogs, qui était comme en marge de l'univers des 2 protagonistes, Patrick Elstrom et Erika Falk. On dirait que ça ressemble un peu à ça pour le clan Steinberg, peut-être que je me trompe. Donc, je vais être contente de retrouver la plume. En même temps, si les personnages d'Elma et Snevar ne sont pas là, c'est sûr que ça va me faire un petit quelque chose parce que j'aurais le goût de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mais bon, on verra bien, hein, une chose à la fois. Et donc, ça c'est terminé, c'est bouclé. Voilà. Et ça va être remplacé par d'autres possibles. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un casier ici. Mon casier de bibliothèque est presque vide. Il reste juste un livre dedans. Donc, je vais ranger mes romans graphiques que j'ai mis là. Puis, ça va me faire d'autres petites lectures entrecoupées. Mais sinon, je me suis pris une lecture audio. Je ne savais pas quoi prendre. J'étais encore en déplacement. J'ai terminé finalement plus tôt que prévu le fameux, le dernier Eva Björk que j'ai terminé. Puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que je lis? Puis là, j'avais pas d'idée, puis je savais pas trop, puis j'avais comme pas accès, j'avais pas traîné avec moi mon défi Cold Winter Challenge pour voir s'il n'y a pas un des titres là-dedans que je peux avoir en audio et tout ça, puis je savais pas. Puis quand je sors d'un super bon roman, puis d'un roman policier et tout, des fois, je sais pas trop vers quoi me tourner. J'avais pas nécessairement envie de retourner peut-être dans le même genre, parce que j'avais pas qu'il y ait de la comparaison et tout. Puis là, je me suis souvenu, je suis allée vérifier sur Nextory pour voir si le prochain tome de la saga des Malocènes de Daniel Pénac, lu par Daniel Pénac, était déjà disponible sur Nextory, mais malheureusement, il n'est pas déjà paru. Donc, c'est pas encore le cas. Mais là, je suis tombée sur Chagrin d'école. Je ne sais pas si vous connaissez ce Daniel Pénac-là. Moi, j'ai lu Le Chagrin d'école puis comme un roman. C'est comme ses essais, un peu, entre guillemets, mais qui sont quand même un petit peu inspirés de sa vie à lui. Et j'ai lu, ça fait un moment quand même que j'avais lu en format papier. Puis là, avec ce qui se passe avec le contexte de la grève, je trouvais que c'était intéressant. Je vais vous avoir recommandé des livres à lire après l'idée du siècle de Daniel Pénac. Je reste toujours dans Pénac finalement. Je vous recommande vivement de lire Chagrin d'école. Puis même comme un roman après, je vais peut-être voir, là, mais il n'existe pas en audio, sinon je l'aurais écouté aussi. Donc, Chagrin d'école, c'est une réflexion que Daniel Pénac va avoir sur l'école, mais en fait, plutôt que d'y aller avec l'école idéale, ce qu'il annonce, lui, dans le fond, c'est... je vais vous lire la 4e de couverture. En fait, c'est un extrait du début de l'essai de Daniel Pénac. Donc, ça va comme suit. Un livre de plus sur l'école, alors? Non, pas sur l'école, sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses effets collatéraux sur les parents et les professeurs. Donc, le pari de Daniel Pénac, c'est justement parce que lui, en fait, il a été ce qu'on appelait à l'époque un cancre, donc quelqu'un qui avait des très grosses difficultés à l'école. Entre autres, il y avait de la dysorthographie. Ses parents avaient baissé les bras sur sa possibilité à éventuellement avoir une carrière, parce qu'on était quand même dans une époque où c'était pas non plus... il fallait quand même que tu arrives à avoir des diplômes pour arriver à quelque chose, puis c'était comme standard, puis il fallait vraiment qu'on arrive à ça. Le plus jeune d'une fratrie de 4 frères, au total, ses 3 autres frères avaient réussi à avoir leur bac et tout, puis lui, il a galéré. Donc oui, il nous raconte ça, mais il nous raconte ça du point de vue du cancre, puis surtout sur le côté, dans le fond, ce que ça peut avoir comme impact, à quel point, oui, ça va confronter la personne qui a des difficultés
à l'école. Ça va aussi confronter les parents sur leur rôle de parents, sur qu'est-ce qu'ils auraient pu ou qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ou qu'ils peuvent faire ou pas faire, sur les professeurs, pour ceux qui ont, à l'époque, c'était moins courant des professeurs qui avaient peut-être la soif de de regarder leur propre apport à cette situation-là, parce que, bon, il y avait à l'époque des profs que c'était comme, ben si tu rentres pas dans le moule, tu rentres pas dans le moule, puis c'est pas mon problème. Maintenant, heureusement, les choses ont changé quand même. Donc, c'est abordé selon différents thèmes. C'est super bien fait. Je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion. Puis, je l'avais lu, je m'en souviens quand même globalement, mais je me souviens plus de l'essentiel de la réflexion, mais pas nécessairement de tous les détails. Puis là, évidemment, comme c'est lu par Daniel Pénac, puis ça fait référence à sa propre histoire, c'est encore plus touchant. J'ai vraiment aimé ça. C'est un court livre, encore une fois, là, ça fait 5 heures, donc ça va se passer, je vais sans doute l'avoir terminé dans 1 ou 2 vlogs. Mais j'avais vraiment envie de me laisser bercer par ça. Puis en même temps, je trouve que c'est une super réflexion à avoir en ce moment. Surtout que là, ben, on parlait beaucoup de l'impact de la grève sur les élèves en difficulté, entre autres. Puis c'est vraiment une façon de voir, il nous fait réaliser que, ben, tout le monde le sait, mais que c'est sûr qu'à force de dire à un élève qui n'est pas bon, puis à force qu'il réalise qu'on dirait qu'il est toujours en échec, ben, à un moment donné, ça baisse les bras, puis il laisse une soit tomber et tout. Donc, c'est pas juste d'essayer d'apprendre de force à quelque chose, ça va surtout être essayer de redonner confiance à l'élève avant pour faire en sorte qu'il arrive à être capable éventuellement d'absorber de la matière, puis de la digérer et tout. Puis celui-là, en parallèle avec Comme un roman, où il parle un petit peu plus de son expérience d'enseignant et du dogme de la littérature, de la lecture à tout prix, dans une société qui n'est pas vraiment cohérente par rapport à ça, même si ça dit qu'il faut lire. En fait, les parents disent souvent, ils ne vont pas nécessairement lire et tout. Donc, cette réflexion-là, en parallèle avec celle qui avait été amorcée dans Comme un roman, ces 2 livres-là sont complètement complémentaires. Puis c'est sûr que dès que j'aurai fini Chagrin d'école, je vais avoir le goût de relire Comme un roman. Je le relis plus fréquemment, celui-là. Et pourtant, Comme un roman m'était apparu un peu didactique au départ quand j'avais lu, mais j'étais jeune, j'avais 20 ans, je pense. Puis pourtant, j'adorais lire. Mais pour moi, comme justement, je suis une grande lectrice, puis j'adorais lire, peut-être que je me sentais moins interpellée par le fait du dogme de la lecture parce que c'était présent, mais pour moi, ça n'a jamais été une problématique, ça, parce que ça venait résonner en moi. Ça faisait résonner en moi quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Mais quand je l'ai relu par après, je trouvais que c'était tellement bien fait. Ça parle aussi du rôle du parent, mais pas dans le côté... ça utilise l'autodérision, en fait, puis la douce ironie, disons, c'est pas du tout méchant, pour essayer de faire réaliser, en fait, à certains parents que peut-être qu'ils ont un rôle à jouer à leur niveau, avec leur capacité. C'est pas tout le monde que nécessairement, on va pas donner des grands lecteurs si on n'est pas un grand lecteur, mais il faut peut-être pas s'attendre à ce que notre enfant lise si on lit pas nous-mêmes, ou en tout cas si on ne fait pas l'effort de rendre la lecture plaisante, entre guillemets, pour l'enfant en utilisant différentes stratégies. Donc, je trouve ça super cool. Donc, voilà, c'est ma lecture en cours, puis je vais la déguster avec Daniel Pénac à l'oreille. C'était trop chouette. C'est tellement le fun quand il lit parce qu'il prend vraiment son temps. On dirait que c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui lisent, qui mettent la vitesse de lecture pour ce livre-là à genre 2, peut-être, 2 fois. Moi, je le laisse en vitesse originale, puis il prend son temps, il fait aller ses phrases, il laisse retomber, il nous laisse réfléchir et tout, puis il fait ça aussi pour ses romans. Donc, je trouve ça super intéressant. Ça me donne l'impression d'avoir pu avoir l'opportunité d'être l'élève de Daniel Pénac, l'enseignant, parce que oui, Daniel Pénac était quelqu'un qui avait des extraordinairement grandes difficultés à l'école et il est devenu enseignant de français. Donc, comme quoi, c'est... faut quand on arrive à rencontrer les bonnes personnes au bon moment dans notre vie, des fois, ça peut juste faire en sorte qu'on va arrêter de voir juste les obstacles puis être capable d'utiliser le bagage qu'on a pour faire quelque chose de beau. Donc, il est passé de personnes qui avaient de la difficulté à passeurs littéraires et passeurs d'apprentissage et éveilleurs de curiosité. On va dire ça comme ça. Je suis une grande fan finie, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est tout. Je vais arrêter de divaguer pour rien. Donc, ce sera donc le dernier segment de ce vlog qui va avoir été qui est juste 3 segments, mais c'est comme ça. Alors, j'espère que ça vous a plu quand même.
les lectures dont je vous ai parlé, donc Polar Nordique, C'est un chagrin d'école, là, les petits romans graphiques que je vous ai présentés rapidement parce que d'aller les chercher à la bibliothèque, je vais pouvoir vous en parler. N'hésitez pas à me mettre, dans le fond, à échanger avec moi en commentaire. Est-ce que vous, des fois, vous lisez des essais? Est-ce que vous êtes... Moi, dans le fond, il faut que ce soit vraiment comme ça. Il faut que ce soit des essais avec un ancrage en réel, sinon j'ai un peu de difficulté à accrocher. Mais vous, est-ce que vous êtes un type à lire des choses qui sont des essais ou plus de la fiction? Puis si vous lisez des essais, est-ce que vous avez des essayistes ou des gens que vous aimez, que vous trouvez que c'est des incontournables? J'aimerais vraiment ça que vous m'en parliez parce que, genre, je pense que je me ferai une petite liste pour essayer de voir si je peux justement en essayer de temps en temps. Je me nourris beaucoup avec Fluent Books, ses suggestions, parce que je trouve que c'est super intéressant. En ce moment, dans une phase un peu plus de féminisme, entre autres, mais il y a aussi d'autres sujets dont elle nous parle. Mais j'aimerais ça quand même, si jamais vous voulez me mettre des suggestions, je serais super intéressée. Donc, ben voilà, c'était mon petit coucou du jour. Si jamais le contenu vous plaît, ben je vous invite grandement à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager. Ça fait une grosse différence pour la visibilité. En fait, c'est simplement que plus il y a d'interactions par rapport à la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, ben plus les algorithmes de YouTube vont avoir tendance à le proposer à des nouvelles personnes. Donc, c'est intéressant. Peut-être que des gens que ce contenu-là, à qui ce contenu-là pourrait plaire. Puis c'est juste que tant que ça demeure un petit peu moins en interaction, bien, YouTube le propose moins souvent. Donc, si ça vous dit, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un petit commentaire. Ça va être super apprécié. Puis de toute façon, commentaire ou pas, je vais être de retour demain, bien entendu. Alors voilà, c'est parti. Je vous souhaite une bonne nuit parce que moi, je vais bientôt aller faire dodo. Et puis on se dit à demain.